Mais nous avons des Rwandais ici, dans nos banques. Les Rwandais sont dans nos ministères. Vous allez au budget, vous allez dans quel ministère des Finances, vous demandez, on vous a dit, on va vous payer votre argent. Vous arrivez là-bas, quelqu'un vous dit non, non, il faut couper la moitié. Votre salaire, il faut couper la moitié. Vérifiez. Ces gens-là sont partout. Ce n'est pas par hasard si on a entendu quelqu'un me dire je peux détruire 5 villes congolaises en une journée. Ah bon? Quelle assurance! C'est-à-dire, nous, Congolais, là, nous vivons avec des ennemis qui nous entourent. Nous avons peur d'eux. Non, ça doit changer. Face à une telle guerre, s'attendre à ce que le conquérant aura pitié de vous. Il pourra vous aider, vous comprendre, ça n'existera pas. Vous allez vous retrouver comme les Indiens aux États-Unis, c'est-à-dire des gens parqués. Merci beaucoup. Chers frères, chères sœurs, je vous salue et vous remercie en tant que membre organisateur de cette conférence pour votre présence dans cette salle. Il y a quelques années, le professeur Kizerbo me disait qu'à Bongo, tu vois, l'histoire marche avec ses 2 pieds, mais l'histoire de temps en temps peut prendre des béquilles, mais aussi l'histoire peut prendre un avion supersonique. On peut penser au jour d'aujourd'hui que l'histoire de la conscientisation du peuple congolais vient de prendre de l'ampleur, vient de s'accélérer. Quand on voit des jeunes gens qui sont devant des ambassades en train de parler, de crier, quand on voit des jeunes gens dans la rue en train de faire des marches, c'est l'histoire qui s'accélère. Et c'est pour cela que nous remercions nos léopards qui sont allés à Abidjan pour dire voilà, chez nous, on tue et vous faites semblant. C'est l'histoire congolaise qui s'accélère et je crois qu'elle ne va plus s'arrêter. D'autant que la guerre qui nous est imposée, comme dit notre modérateur, c'est le Kambouya-Mabélé. Qu'est-ce que ça veut dire le Kambouya-Mabélé? On ne se bat pas parce que la terre nourrit les vivants et enterre les morts. On se bat parce que cette terre-là, c'est elle qui nous donne notre culture. Il n'y a pas de culture humaine sans terre. La culture humaine se définit comme l'ensemble des interactions que les hommes effectuent avec leur environnement et avec leurs voisins. Donc sans cette terre-là, sans cet espace vital, il n'y a pas de culture. Et c'est la même terre-là qui nous donne ce qu'on appelle la souveraineté. Tu n'es souverain que parce que tu as un espace vital qui t'appartient, dont tu es propriétaire du sol et du sous-sol, et sur lequel tu régentes, diriges les dirigeants. Donc sans cette terre-là, vous n'avez pas de souveraineté. La terre elle-même, là, c'est elle qui est le socle de ce que nous appelons le patriotisme. Si vous ne serez patriote, c'est-à-dire vous ne serez martyr que sur votre propre terre. Donc s'il n'y a pas cet espace vital qu'on veut nous enlever ici, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de dignité. Vous serez des errants. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un vous impose une telle guerre, celle d'extermination, celle de néantisation, il faut comprendre sa psychologie. Parce que comme l'a dit tout à l'heure notre député provincial, les Tutsis sont au Congo au pouvoir depuis toujours. Les Américains prennent des minéraux au Congo depuis que le Congo existe. Ils ont fait leurs bombes avec nos minéraux. Tout le monde marche sur le Congo. Le Rwanda a été construit par Gécamine avec les minéraux du Congo. Alors qu'est-ce qui fait que ces gens-là, avec qui nous sommes tous les jours, avec qui nous mangeons tous les jours, tout d'un coup se décident de nous exproprier, de nous chasser de nos terres? C'est-à-dire, dès ce moment-là, ces gens-là ont décidé ceci, que nous, les Congolais, nous sommes des objets, nous ne valons rien. C'est ça la psychologie du dominateur. Pour vous prendre votre espace vital, pour vous prendre votre terre, pour tuer vos femmes et vos enfants sans remords, il déclare que vous êtes des objets, que vous n'avez pas du sang humain, que vous n'avez pas d'histoire. C'est toute la psychologie du dominateur depuis que le monde existe. C'est cette psychologie-là qui fait que quand on a tué 1000 enfants, violé 1500 femmes, tué 2000 hommes, vous voyez des gens marcher, les mettre dans des poches, circuler comme ça, passer, et faire des petits communiqués
dans des pièces dans des ambassades sans que quelqu'un se rende compte que c'est les sang humains qui, en une journée, les Congolais ont perdu 5000 de l'heure. C'est parce que justement, les gens qui nous dominent là estiment, pensent, vivent la conviction selon laquelle nous, les Congolais, nous ne sommes pas des êtres humains. Il y a un processus qu'on appelle, excusez-moi le terme, je ne l'aime pas, un processus d'objectivation. C'est-à-dire de faire de nous des simples objets interchangeables. Et c'est ce qui fait que, quand les dominateurs, là, il y a des Rwandais qui vivent ici, qui sont même dans les 7 salles ici. Quand vous leur dites, mais vous ne pouvez pas comprendre, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas? Ils vous regardent et disent, mais est-ce qu'ils ont droit à la parole? C'est-à-dire, pour eux, nous, Congolais, n'avons ni droit à la parole, ni droit à l'espace vital, ni droit à quoi que ce soit. C'est ce processus-là qui a toujours été à la base de la psychologie du conquérant depuis que le monde existe. Donc, ne l'oublions jamais. Que ce soit des individus qui s'appellent américains, que ce soit des individus qui s'appellent français, européens et tout ça, que ce soit des individus qui s'appellent rwandais ou ougandais, ces gens-là ont une psychologie commune, celle de considérer que les Congolais sont des objets et ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas droit à la parole. Rappelez-vous que ce que les jeunes gens rwandais disaient ici, que nous les Congolais, nous ne pensons qu'aux femmes, à la bière ou au loisir. C'est ce qui s'est passé aussi à Washington, quand les Américains disaient « le Congo est trop grand, il ne peut pas être dirigé par les Congolais ». C'est tout ce processus-là de mépris immense qui fonde cette guerre. C'est pour cela que, face à une telle guerre, s'attendre à ce que le conquérant aura pitié de vous, il pourra vous aider, vous comprendre, ça n'existera pas. Vous allez vous retrouver comme les Indiens aux États-Unis, c'est-à-dire des gens parqués dans des coins reculés, qui sont nourris avec du whisky frélaté pour que l'extermination s'accentue. Vous allez vous retrouver comme des Inuits au Canada, qu'on repousse chaque jour ici, on repousse dans le milieu inhospitalier où les gens ne peuvent pas vivre. Vous allez vous retrouver comme des Bushman en Afrique du Sud. Les Bushman ne sont pas allés habiter dans les îles Canaries par eux-mêmes. Ils ont été repoussés par des dominants. Donc au jour d'aujourd'hui, la guerre qu'on nous mène ici, ce n'est pas une guerre qui se règle comme on voulait nous faire croire ici par des voies diplomatiques. Elle se règle sur terrain, pièce sur pièce. Vous vous battez et vous... Parce que même si vous ne mourrez pas, c'est que vous serez, c'est pire encore qu'être mort. Alors, nous allons nous battre. Et nous nous battons depuis 30 ans. Mais nous sommes toujours sur la défensive. C'est-à-dire, l'occupant nous pousse toujours à nous battre sur la défensive. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'initiative de récupération de notre espace? Pourquoi est-ce que l'occupant est toujours en premier, nous obligeant à des stratégies de défense? C'est-à-dire, au Congo, il y a une grande faiblesse. Il faut dire aujourd'hui, la faiblesse, c'est notre armée ici, que nous adorons, que nous aimons. Mais cette armée est aujourd'hui presque une armée de mercenaires. Si Bisengema, il y a pendant 10 ans, s'est accaparé de grandes ambassades, plaçant des Tutsis, des Rwandais dans des institutions internationales, dans des ambassades, partout. Mais qu'a fait Kabila Joseph pendant 20 ans? Lui qui était au pouvoir pendant 20 ans. Il ne s'est pas limité tout simplement aux accords de CNDP et M23. Il a transformé notre armée de fond en comble, aidé par des généraux congolais comme Mbadamou Sensei, un spécialiste de l'informatique, un spécialiste de l'administration. Ils ont mis des milliers et des milliers d'étrangers dans notre armée, c'est-à-dire des Rwandais, des Ougandais, des Tutsis, de partout, qui sont dans notre armée, qui occupent des fonctions, qui occupent des postes dans la chaîne de commandement. C'est eux qui aujourd'hui, avec des gens pareils, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont changé de nom. Ils s'appellent Kabongo, ils s'appellent Moulumba, Mamouini, ils ont tous des noms congolais. Ils ont tous des noms congolais. Il y a déjà chez nous
Quand la guerre a commencé, comme il que les gens m'embrouillent. Mais pas congolais du tout. La première chose que nous devons faire, aujourd'hui, nous devons identifier les nationaux dans notre armée. Nous avons un service spécial qui s'appelle l'ONIP, un service d'identification. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre avec l'ennemi dans la chaîne de commandement. Et c'est ce qu'a dit notre ami ici. Les gens arrivent, ils vont gagner. Tout d'un coup, c'est le chef là qui est recruté sur place qui commence à vous dire non, non, recruter, reculer, c'est ça. N'ayons pas peur de dire des choses. Nous avons un problème des effectifs dans l'armée. Kabila a tout fait pour que l'armée, on ne connaisse pas les effectifs. Là où il y a 2000 hommes, on dit qu'il y en a 5000. L'argent part, on va même payer les M23. Donc, nous devons aujourd'hui faire pression pour qu'on entreprenne un travail d'identification des nationaux dans l'armée. Nous allons dire à Tchani, sans sa loi là, il n'y a pas de poste dans l'armée réservé aux étrangers. L'armée est une armée nationale, elle ne peut prendre que des Congolais, des pères et des mères. Quand une armée a beaucoup d'étrangers, ça s'appelle le mercenaire, une armée de mercenaires. Et c'est ça qui bloque. Donc, pour moi, et à mon avis, il faut entreprendre un travail. L'armée, c'est un grand corps. Il peut de lui-même expurger l'ensemble des mercenaires qui sont dedans. Sauf que, pour que l'armée le fasse, comme on l'appelle la grande muette, il faut des pressions populaires. Il faut des pressions. Il faut qu'une loi soit prise. Il faut qu'un service, j'ai dit l'ONIP est capable d'identifier tous les mécréants qui sont dans notre armée. Bien sûr qu'ils ne sont pas ici. Ils sont tous à Goma là-bas, à Roux, partout là-bas. Mais nous devons faire ce travail-là. Et puis, une fois pour toutes, nous devons fixer les effectifs réels de notre armée. Parce que si on ne connaît pas les effectifs, on ne sait pas améliorer la qualité de vie de nos militaires. Un militaire ne va pas se battre pour $80. Mais pour améliorer sa qualité de vie, il faut qu'on sache combien ils sont pour qu'on puisse donner l'argent qu'il faut. Donc voilà ce que je voulais d'abord, dans un premier temps, dire. C'est ce que nous allons... il faut des pressions pour que illico presto, un travail soit fait avec les services spécialisés, l'ONIP et les autres, pour identifier réellement les nationaux qui sont dans l'armée. Et pour changer les choses. Il faut aussi, quand on aura identifié, chassé les mécréants, il faut aussi rendre l'armée attrayante. Depuis Mabika Kaladi, depuis toujours, depuis 60, Mabika dit, un pays ne peut pas exister sans armée. L'armée, c'est l'espace de notre conscience nationale. C'est l'espace de notre conscience collective en tant qu'homme. Alors, si nous voulons faire d'une armée une chose attrayante, après avoir identifié, fixé les effectifs, nous devons donner des conditions les meilleures à l'armée. Dans tous les grands pays du monde, comme nos grands ennemis américains ici, c'est l'armée qui a des moyens pour faire les grandes recherches biologiques, les grandes recherches biomédicales. Le plus grand centre biomédical du monde, NIH, dans la banlieue américaine. C'est l'Amérique, c'est l'armée qui donne de l'argent. Donc, il faut qu'au jour d'aujourd'hui, nous sachions que nous pouvons faire de notre armée là un objet de production de la compétence et des connaissances. Quand un enfant quitte l'université, il va dans l'armée, il travaille pendant 2 ou 3 ans, on l'envoie au retour combattre. Quand il rentre, il est considéré comme un vétéran. Il a droit aux soins médicaux jusqu'à la fin de sa vie. L'armée peut supporter ses études universitaires jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin. Donc, nous devons introduire des mécanismes qui rendent l'armée attrayante. Ce n'est pas seulement les salaires. Il y a des choses qui attirent les gens dans l'armée. Les soins médicaux. Nous félicitons le président de la République qui a construit de meilleurs hôpitaux pour notre armée, mais il faut les multiplier. Mais ce sont ces hôpitaux-là, parce que les soins médicaux coûtent excessivement cher, même aux États-Unis, et surtout aux États-Unis.
Donc, quand un enfant a quitté l'université et qu'il était dans l'armée, et on lui dit tu auras des soins médicaux bien assurés, c'est déjà quelque chose. Donc, nous allons trouver le moyen, dans une étude prospective, dire comment faire pour que l'armée congolaise soit utile à la société. Donc, pour le moment, j'insiste. Tout ce que nos amis disent ici, je le sais. Mais ce qu'il faut là, c'est l'armée là. Nous doivent faire l'objet de notre étude profonde. Les gens qui vous amènent, qui tuent ce que vous avez appelé la volonté de combattre. Nous payons des armes, nous avons la capacité de combattre. Mais cette capacité est cassée par des mécréants sur terrain. Ils savent comment agir. Ils savent comment agir. Et si nous ne faisons pas, si nous n'expurgeons pas ces corps sales de notre armée, ça ne va pas marcher. Et n'oubliez pas, parce que peut-être que nous, les Congolais, là, c'est comme disait mon ami ici, la naïveté. Mais nous avons des Rwandais ici, dans nos banques. Les Rwandais sont dans nos ministères. Vous allez au budget, vous allez dans quel ministère des Finances, vous demandez, on vous a dit, on va vous payer votre argent. Vous arrivez là-bas, quelqu'un vous dit non, non, il faut couper la moitié. Votre salaire, il faut couper la moitié. C'est parce que les gens là, ils occupent des fonctions. Ils ont été placés là par Matata Pogno. Depuis toujours, ils sont là. Et donc le M23 là n'est pas seulement à Rutshuru, à Bunagana, il est ici, dans cette ville. Montrez-moi un Congolais qui ait porté un document dans un ministère comme budget, comme finance, et qu'on ne lui ait pas demandé de donner la moitié de son argent, même des salaires. Montrez-moi ces Congolais-là. Montrez-moi comment est-ce qu'un document est parti d'ici, d'une université. Moi, je suis porté à l'université. J'ai enseigné pendant plus d'une dizaine d'années, mais pendant mes premières années, l'État ne m'a jamais payé. Et l'État a fait un document, un manque à gagner. Ce document, je ne l'ai jamais touché. Parce que quand j'arrive dans un ministère ici, budget, finance, les gens me demandent la moitié. Moi, je dis, mais vous êtes fous? Je vous donne la moitié d'un document de 70 millions de francs qui représente mes 5 années d'enseignement, 5 années où je n'ai pas été payé et où ma femme m'a quitté. Et vous me dites non, partagez moitié. Je dis non. Ça ne se fait pas. Donc nous devons avoir le courage de vous dire, mes amis, et c'est ça la vigilance populaire. Si vous, les Congolais, là, vous voyez quelqu'un dans votre quartier, il entre comme ça, il sort, vous ne vous intéressez pas. Vous allez vivre avec les ennemis. Quand on dit peuple vigilant, ça dit identifiez-vous dans vos quartiers, là, dans vos avenues, là. Vous vivez dans un quartier où on construit de nouvelles maisons, des gens, vous ne savez pas, vous voyez des voitures qui entrent, vérifiez. Ces gens-là sont partout. Ce n'est pas par hasard si on a entendu quelqu'un me dire j'ai pu détruire 5 villes congolaises en une journée. Ah bon? Quelle assurance! C'est-à-dire, nous, Congolais, là, nous vivons avec les ennemis qui nous entourent. Nous avons peur d'eux. Non, ça doit changer. Ça doit changer, mes amis. Si ça ne change pas, là, je vous l'ai dit, votre destin, c'est celui des Indiens aux États-Unis, en Amérique. Il faut y aller pour voir comment les Indiens vivent. C'est là où les Américains, le Joe Biden envoie des bouteilles de whisky frélaté pour que les gens meurent. Vous voyez le bobo chemin en Afrique du Sud. Donc nous devons faire attention.